Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. À la tête de leur domaine, les agriculteurs sont au cœur des enjeux de durabilité. À Grelais et Cormagence, Francis Babst cultive des céréales, du maïs et surtout des pommes de terre qu'il transforme et vend en direct pour les clients de son self, pour la restauration, ainsi qu'à McDonald's et Zweifel notamment. Aux commandes de l'exploitation familiale qui emploie une dizaine d'équivalents plein temps, il pratique une agriculture extensive et sans labour et est labellisé Terroir Fribourg. Francis se déplace à Vuarran pour rencontrer son collègue André Staudenmann. André est depuis 30 ans un passionné des sols qui pratique pour ses grandes cultures une agriculture de conservation des sols. Cet ensemble de techniques réduit le besoin en intrants tels que les engrais ou les produits phytosanitaires sans pour autant les interdire. Pour André, cela passe par exemple par des semis directs et des couverts de trèfle ou de lotier qui permettent un apport en azote d'origine naturelle et limitent le travail du sol. Il possède également un élevage de porcs en extensif et a la joie d'accueillir régulièrement des classes d'écoliers et d'écolières dans sa ferme. Un bel échange en perspective entre deux générations d'agriculteurs. Salut Francis, Salut. je suis content de te voir sur mon exploitation là. Ben, moi, ça me fait plaisir de venir aussi, ouais, faire ta connaissance. Voilà. Qu'est-ce qui t'a, au fin de compte, parce qu'on a une vision de l'agriculture à première vue qui est un peu la même chose, quoi, Mhm. sur la durabilité, quoi. Oui, Qu'est-ce qui a fait que tu es parti sur ça, l'élément déclencheur, quoi, si on veut bien. ouais. Alors, je pense pas qu'il y a un grand élément déclencheur, mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, en 2015, je suis allé au Canada pendant 8 mois sur une ferme. Puis c'est vrai que là-bas, j'ai plutôt vu une agriculture assez intensive et puis aussi, par contre, un travail du sol simplifié avec du strip-till. Et puis, ça m'a déjà mis un peu sur la voie de réfléchir à nos pratiques, à nos manières de faire. Puis nous, on a essentiellement des pommes de terre sur la ferme, donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment faire du semi-direct ou des C'est travaux compliqué ça. hyper Ouais. simplifiés. Par contre, c'est vrai qu'on a aussi des terres relativement légères ou du moins pas hyper lourdes, donc on peut se permettre de renoncer au labour ou bien faire plutôt un travail vertical du sol. On n'a pas d'animaux à proprement parler, donc j'ai mon oncle et mes cousins qui en ont, j'ai ma copine qui en ont, mais si au niveau de la rotation, il n'y a pas besoin de mettre de dérobé ou comme ça, j'aime bien mettre des couverts assez rapidement après des céréales qui vont durer longtemps et puis les détruire mécaniquement un peu au dernier moment, Ouais. ce qui permet d'amener des bonnes vertus au niveau de l'humus, au niveau de la séquestration du carbone et puis Tu des mets bonnes aussi pratiques. des intercultures multi-espèces. Oui, oui, exactement. Ouais. On est sur une dizaine d'espèces et Ouais. puis on vise aussi tout type de racines qui vont aller assez en profondeur, Voilà. en pivot, etc. Ouais. Pour permettre d'améliorer la structure du sol et puis de bien reposer la terre entre deux cultures. Et de nourrir un peu tout le monde. Voilà, exactement. Parce que vers de terre, champignons, tout ça, Ouais, enfin, quand tu prépares la un... culture suivante. Ouais, mais pour ces petites babettes du sol, Oui, tu as un plateau à disposition. Ouais. varié à disposition que tu leur mets. Oui, oui, d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Là, il y a une semaine ou 2 semaines, j'ai été voir quelques couverts qui sont vraiment venus très hauts et puis Ouais. qui étaient très développés. Et c'est vrai qu'à la surface, on voit toutes ces petites bulles Et turicules de vers de ouais, terre. Hein. exactement. Ouais. Et puis après, quand tu s'éclaires, dans ces couverts-là, si tu fais un test à la bêche ou autre, tu vois vraiment la vie qui est menée là, Ça explose. là-dedans. Ouais, exactement. Et puis justement, c'est ça qui est vraiment valorisant. Et puis que je cherche toujours un équilibre, donc avec une culture qui se veut intensive au niveau du travail du sol, mais en le faisant le moins intensif possible. Et puis en ayant même un petit peu de structure, vu que nous on fait de la pomme de terre industrielle qui est assez grosse, Ouais. les petites mottes ne sont pas un problème Non. à la récolte. Alors moi je cherche même d'avoir un peu de structure dans les terreaux et de ne pas faire du sable ou quelque chose de très fin. Et puis en plus chez nous on est quand même relativement en pente, alors c'est une zone vallonnée quoi. Ouais. Donc on aurait Problème aussi, d'érosion possible. voilà, on aurait des gros problèmes d'érosion si on travaillait vraiment Ouais. trop intensivement, quoi. Ouais, tu parles des mottes, mais moi je vois là, il y en a quelques-uns qui ont repris du terrain par Warin, puis
qui viennent de zones où ils ont beaucoup d'argile. Ouais, d'accord. Puis tu dis, ouais, c'est génial, ici une passée d'air rotative, on a déjà... Ça va tout seul. C'est du jardin. J'ai dit, ben mon gars, tu t'es planté. Et puis il vient une grosse pluie, puis il remarque, c'est bétonné tout de suite. Justement, c'est aussi ça qui est assez intéressant, puis que quand on discute avec des gens qui ont justement des terres très lourdes, où c'est clair, ils pourraient dire pour nous c'est facile parce qu'on n'a pas du tout le même type de sol, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que chez nous, ça se défait assez bien. Chez nous, on a un danger, c'est l'érosion. Voilà, exactement. Donc, c'est des sols qui sont très fragiles. Donc, ils ont tendance à partir pour un rien. Oui. Donc, on garde de la motte et on garde du couvert, Voilà. c'est-à-dire un paillage. Voilà, donc, on doit plutôt viser à faire un travail peu intensif que viser à casser les mottes parce que c'est généralement pas un problème chez nous. C'est pas un problème. Exactement. On garde des mottes si possible. Oui, exactement. C'est dur. Non, c'est clair. C'est pas évident. Ouais. D'en faire envie, quoi. Exactement. Alors voilà, et puis toi, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans? Alors moi, tu vois, vu qu'il y a quand même une différence de génération là, bon, Oui. j'ai appris, moi, en fin de compte, l'agriculture hyper intensive à l'école d'agriculture et un apprentissage. Le prof, à l'époque, nous disait le blé, c'est 250 kg d'azote, il faut saucer. D'accord. Donc, et puis, maintenant, j'en suis à 90-100 kg d'azote. C'est vrai que ça a bien changé quand même. Ça a sacrément changé. Les rendements sont toujours là, voire même supérieurs. Ouais. Donc, c'est vraiment une toute autre vision. Donc, une politique différente, quoi. Une politique. Puis après, si on veut bien, petit à petit, je me suis aussi rendu compte que cette façon hyper intensive n'était pas bonne du tout. Donc, ça nous coûtait affreusement cher. Bien sûr. Les résultats qui n'est pas top derrière. Et petit à petit, tu essaies de trouver d'autres solutions, quoi. Les engrais verts, à l'époque, c'était des engrais verts tout simples. C'était du tournesol pur ou bien de la moutarde pure. Tandis que maintenant, comme toi, j'ai des multi-espèces, de 10 à 15 espèces végétales dedans. Ouais. Il y a une réflexion autour de la mise en place d'un engrais vert qui n'est pas seulement légal, mais qui est vraiment complémentaire avec une vision à long terme. On considère le sol comme un être vivant. On doit le nourrir. Et c'est vraiment une grosse différence, quoi. C'est plus un support. Non, exactement. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, un sol sain pour des cultures saines avec beaucoup moins d'intrants de synthèse. Oui. Et c'est le but dans lequel, en tout cas, moi, je voudrais arriver. Je pense que moi aussi, c'est clair, c'est clair. Voilà. Amener des engrais de ferme et puis justement aussi, comme tu dis, quand même nourrir la plante et puis nourrir le monde, parce que c'est clair, en Suisse, on a quand même ce défi où on est à moins de 50% d'autosuffisance, donc je pense qu'il faut produire de la nourriture et puis des calories à l'hectare, mais tout en cherchant un équilibre, en respectant le sol et puis en voyant à long terme pour pouvoir le faire encore longtemps, quoi. Si on ne veut pas être dans une situation où on est au pied du mur et puis on ne sait plus comment faire, donc il faut vraiment valoriser le sol. Et pour moi, c'est pas antinomique entre produire des denrées alimentaires en un terme beaucoup plus écologique. Les deux peuvent se faire ensemble. On pourrait même, dans une situation idéale, amener les services écosystémiques et l'écologie dans les parcelles de culture elles-mêmes. Oui. Ouais. C'est-à-dire, au lieu de faire des petits points d'écologie tout seul et puis hyper intensifs au milieu, on pourrait associer la nature et la culture ensemble pour pouvoir produire sur le long terme. C'est un peu la vision que j'ai. Donc, mais ça, c'est compliqué. C'est pas toujours évident. On est vraiment... Là, on met toutes les cartes en main de la nature. Donc, résultat, c'est elle qui décide. Et il y a des fois où... Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et puis là, on se prend un bouillon. Et puis, il peut être méchant bouillon si on a les épaules assez larges pour pouvoir supporter ces aléas. De toute façon, ce genre de test, il faut le faire sur des petites surfaces au début et puis dans des cultures qui peuvent potentiellement... où ça va le plus facile. Voilà, exactement. Bien le supporter, ouais. Pour pouvoir le supporter. C'est clair que nous, les pommes de terre, on a un peu plus de peine. Les cultures associées, ce n'est pas vraiment un sujet. Par contre, il y a du paillage qui se fait ou autre. Et puis même, moi, je mise pas mal aussi sur les variétés résistantes. Il y a quand même gentiment des variétés qui le sont. Alors, elles ont après d'autres problèmes plutôt qualitatifs pour la transformation, etc. Mais on va quand même gentiment dans ce sens-là. Et puis, chaque année, depuis 4 ans maintenant, on fait des tests. Donc, on essaye des nouvelles variétés qui ne sont encore pas sur la liste, en collaboration avec Agroscope ou autre, pour essayer de voir comment
Je pense adapter au futur changement climatique, donc, parce que ça va être Que ça soit, ça va être un challenge pour que ça soit patate. la sécheresse, Ouais. que ça La soit température. la température, parce qu'on a quand même beaucoup de canicules Ouais. et qu'il y a un problème dans la pomme de terre, et même le côté aussi résistant au mildiou, Ouais. avec l'abandon ou du moins baisser l'utilisation des fongicides. Et puis surtout, Donc c'est t'es quand pas même... extenso. Non, Voilà. non, je suis pas hypé parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de demande pour les pommes de terre que je cultive. Et puis, par contre, je suis sus garantie et puis conventionnel, quoi. Donc voilà. Après, au niveau, par exemple, du maïs, on fait du sarclage. Donc, on va travailler mécaniquement entre les rangs, là aussi pour diminuer ou éviter les herbicides. Et puis aussi ramener justement un peu d'oxygène ou bien de pouvoir aérer ou enlever la couche de battance pendant l'été ou comme ça, si c'est un été très sec. Et puis voilà, c'est tout un enchaînement de mesures qu'on prend. Je pense qu'on a à disposition une quantité de leviers agroécologiques qui peut être impressionnant. Ouais. Et au cas, il faut trouver le bon moment pour le bon levier. Dans la bonne culture, la avec bonne culture, la bonne terre, voilà, la bonne météo. Donc c'est beaucoup de réflexion, c'est-à-dire qu'il faut aller... moi, je le fais assez souvent, sortie de l'hiver. Je prends une bêche avec moi sur l'épaule, puis je vais faire une petite tournée dans les parcelles, puis faire quelques petits trous pour voir ce qui se passe. Moi aussi. Et puis ça, souvent, il y en a qui croient qu'on se promène, mais non, c'est vraiment voir ce qui se passe pour pouvoir intervenir de manière bien ciblée après, si on doit intervenir, s'il y a besoin. Mais c'est vraiment... puis c'est l'apprentissage après année. Donc, de toute façon. Chaque année, on accumule cet apprentissage. On a moins peur avec l'âge de faire des nouveaux essais parce qu'on a plus d'historique. Oui. Donc, résultat, on ose plus de combines. Oui, puis peut-être une structure où tu es plus aussi ancré. Et puis on a aussi, avec l'âge, en tout cas, c'est ma situation, où on a pu avoir une aisance financière de manière à pouvoir prendre des risques facilement. Sans devoir mettre en danger l'exploitation. C'est un peu ce qui freine aussi les collègues. Donc, alors, moi, à ce niveau-là, j'ai de la chance parce que mon père, il m'a toujours fait assez confiance. Et puis, ça fait... j'ai encore pas repris. Je suis associé avec lui et puis je vais reprendre cette année. Mais c'est vrai que ça fait quand même depuis que je suis revenu du Canada et après l'armée en 2016 qu'il me laisse faire un peu mes petits essais, quels qu'ils soient, quoi. Après, c'est clair que c'est jamais des immenses essais avec un risque inconsidéré, etc. Il y a toujours une réflexion derrière. Il doit y avoir de l'agronomie derrière. Exactement. D'ailleurs, les couverts, il en fait depuis très longtemps. Il en faisait déjà. Alors, c'est clair, à la mesure où ce qui est proche de où il y a les bêtes de mon oncle, c'était voué à faire des coupes pour les animaux. Par contre, le terrain qui est un peu plus loin, à Grelais, par exemple, c'est vrai que là, il a toujours fait des couverts végétaux et puis il m'a toujours aussi inculqué ça. Et puis maintenant, on le fait de manière automatique et puis même... c'est plus une obligation, c'est logique. Voilà, c'est exactement. Ça fait partie du tout. Voilà, c'est ancré. Donc j'ai aussi eu cette chance, c'est qu'il amène déjà un peu cette manière de faire. Par contre, c'est vrai que l'abandon quasi total de la charrue, ça c'est plutôt moi qui l'ai mis en avant. Mais après, il faut s'adapter à chaque parcelle, à chaque culture, selon la météo ou bien les conditions qu'on a. Puis c'est vrai qu'il faudrait presque avoir 10 machines différentes. Maintenant, c'est clair, avec les comas, les locations, etc. Voilà, quand on peut. C'est pas toujours possible. Non, mais c'est clair que si on veut vraiment faire de la meilleure des manières, en parlant du sol et puis de la culture précédente et suivante, etc., il faudrait avoir plein de machines différentes pour s'adapter à chaque situation. C'est ce que, en fin de compte, je dirais... Certaines personnes croient que c'est simple et puis non, en fin de compte, ça nous oblige à un parc machine qui prend de l'ampleur, c'est des coûts. Mais assez souvent, je dis, à l'époque, moi je suis totalement extenso, donc je fais plus que des herbicides. Mais la pompe à traiter, c'est une machine. On change le produit qu'on met dedans pour la culture ou pour le type de mauvaise herbe ou le type de maladie, mais c'est toujours une machine. Quand tu sors de la pompe à traiter, c'est une flopée de machines différentes pour chaque culture différente, pour des mauvaises herbes particulières, pour des stades différents et tout. Et selon la météo. Et selon la météo, on explose les coûts. Typiquement, une hersetterie, si c'est trop sec, elle ne fonctionnera pas. Il faut soit une rotoétrie, soit une houe, etc. Alors ça, heureusement, ça se loue assez facilement, mais ça reste... Oui, mais louer, là aussi, quand tu as des fenêtres de météo qui sont très courtes. C'est l'autre problème.
c'est le problème. Tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin au même moment. Oui, bien sûr. Et puis, ça fait quand même quelques années où, quand la météo se met à la pluie, on ne sait pas quand c'est que ça va s'arrêter. Oui. Puis quand ça se met au beau, la même chose, on ne sait plus quand c'est que ça va s'arrêter. Bien sûr. Donc, c'est tout ou rien à chaque fois. Donc, on a des fenêtres optimales qui sont très courtes. Et ça, c'est compliqué. Oui, c'est clair. Et après, il y a le côté politique aussi, où typiquement, le sans herbicide ou bien ce genre de mesures-là, c'est soutenu, mais de manière moins élevée maintenant. Et puis surtout, c'est au code culture, donc on ne peut pas sélectionner la parcelle. Là, ils se sont foutus une balle dans le pied. Ça, Je c'est un ne gros comprends problème. pas le système. C'est Là, un gros problème. On avait une souplesse comme pas possible à une certaine époque, où on pouvait choisir la parcelle, puis celle-là, tac, on prend peu de risques, on sait que cette parcelle est peut-être propre, donc elle est facile à faire sans herbicide. Oui. On ne va pas mettre en danger une autre parcelle de même culture si on sait qu'il y aura des problèmes. Et typiquement, le sarclage du maïs, un triangle en pente d'un hectare, c'est très très compliqué à passer à sarcler, quoi. Alors qu'on peut avoir justement ce triangle en pente et puis une grande parcelle à plat qui s'y prête bien, qui est propre, et puis que même le sarclage ferait du bien pour aérer. Donc voilà, c'est le côté politique qui est aussi problématique. Et puis où il n'y a plus cette logique, alors que finalement, pour nous contrôler par parcelle, et puis... C'était pas compliqué. Justement, tout est là, tout est cartographié, chaque parcelle est notifiée à l'art près, et ce serait facile de rajouter un vu ou pas si on le fait sans herbicide ou pas. Donc c'est dommage qu'ils ont enlevé cette souplesse-là, oui. C'est-à-dire que dans le monde agricole, vraiment, on a besoin, il faut reconnaître les opportunités et être flexible pour pouvoir valoriser l'opportunité. Oui. Si on nous enlève la flexibilité, tu peux arriver sur une situation où tu dis « ouais, je pourrais faire ça », mais tu ne peux plus le faire parce que tu n'as pas mis la coche au bon endroit, des trucs dangereux. Donc, résultat, tout le monde est perdant. C'est clair. La nature, puis oui, et puis ça, justement, moi je trouve que je vais en tout cas jamais prendre une décision pour une prime. Ce serait une décision par rapport à la terre, la culture et puis la stratégie, etc. Mais je trouve dommage justement qu'on nous enlève cette possibilité où finalement, où tu as une parcelle qui se prêterait bien, ça lui ferait du bien de la sarcler, qu'on ne puisse pas en même temps bénéficier d'une prime qui va payer une partie du travail, quoi. Et ça, c'est le côté politique dans plein d'autres sujets où c'est... Déjà, c'est des mesures qui sont décidées très tardivement parce que l'inertie, elle est énorme dans les décisions politiques. Et en plus, souvent, soit c'est plus d'actualité ou bien c'est quelque chose qui se fait déjà dans les normes. C'est mal adapté à la pratique. Ou alors c'est mal adapté à la pratique parce que c'est très bureaucratique. Voilà, problème. Ça t'arrive, moi, l'automne passé, quand il pleuvait sans arrêt, à un moment donné, sur les dernières parcelles où je devais mettre du blé, j'ai estimé que c'était plus possible, vu l'état du sol, l'humidité et tout. Oui. Et là, j'ai dit, tant pis pour le blé d'automne, ça sera un blé de printemps. Donc, la capacité de se dire, à un moment donné, stop, même que je sais que je vais perdre des rangs, puisque le blé de printemps, c'est de toute façon moins de rendement qu'un blé d'automne, mais c'est stop. Là, maintenant, je protège mon sol. Je change de culture, ça sera une culture de printemps, si j'y arrive, parce que des fois, au printemps, on n'arrive pas à mettre un blé de printemps, puis ça sera un maïs pour finir. Mais cette capacité de dire, voilà, stop, je ne vais pas forcer. Adaptation, et puis, je vais perdre peut-être des rangs sur la première année, mais je vais conserver mon sol en bon état pour les rendements futurs, quoi, en fin de compte. C'est clair. Et ça, c'est de la souplesse. Donc, mais, comme j'ai dit avant, la souplesse demande aussi, en fin de compte, de pouvoir supporter des baisses de revenus. Donc, une aisance financière qui soit là, de manière à ne pas être toujours sur une vision purement économique, de dire je ne peux pas perdre d'argent. À la fin de l'année, j'ai besoin de ces 1000 francs, je dis au hasard, 1000 francs, j'ai besoin de ça parce que sinon ça veut mal aller. La capacité de pouvoir perdre cet argent-là, mais quand même survivre. Voilà. Et puis du coup, toi, sur l'exploitation, quelle a été la mesure qui t'a le plus impacté ou marqué, que tu avais mis en place? Le plus impacté pas, c'était justement une mesure qui n'était pas prévue du tout. C'est-à-dire que j'ai mis en place une févrole de printemps et puis j'ai voulu installer un sous-couvert de trèfle et de lotier directement. En même temps que je semais la févrole, je semais ce sous-couvert. D'accord. Pour protéger le sol, je me suis dit, comme ça, une fois que la récolte est faite, je n'ai pas besoin de mettre en place une culture intermédiaire, un couvert intermédiaire. Et puis, une fois qu'on a battu la févrole, je me suis retrouvé avec une prairie de trèfle. Magnifique prairie de trèfle. Bien en place. Bien en place, vraiment belle, tout. Alors, je ne t'explique pas la quantité d'abeilles
qu'il y avait sur le lotier et le trèfle, Ouais. parce que ça arrive à une période après moisson où il n'y a presque pas de fleurs, Mhm. donc une quantité d'insectes Parce que tu étais en avance sur la Mais j'étais en semille, quoi. avance par rapport à tous les autres, quoi. Ouais. Donc, et puis je me suis dit, ouais, j'ai le semoir qui peut faire un semis direct. Ah, j'y vais. Tout ce que je peux perdre, c'est la semence. Mhm. Elle travaille. Mhm. Et je me suis lancé. J'ai fait un semis direct dans du trèfle vivant. Alors, c'est vrai que quand les voisins m'ont vu faire, c'était un peu... Ça leur a semblé bizarre. Ouais, je pense. Vu qu'ils ont l'habitude, ils savent que je fais un peu des trucs un peu bizarres. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Mhm. Ouais, c'est ça. Et puis, ça a très, très bien levé. L'automne, D'accord. c'était magnifique. Par contre, le truc que je ne savais pas, c'est que j'aurais dû réguler avec une toute petite dose d'herbicide le trèfle à l'automne. Et il m'a pris un peu de vitesse la céréale, le blé. C'était Donc, concurrencé. Là, oui, au printemps, il y a une concurrence. Donc, et c'est là que ça m'a fait perdre un peu de rendement. J'ai régulé mon trèfle au printemps. Mhm. J'ai laissé un témoin. Ouais. C'était coupe au couteau. Hein. Moi, je pense. Ça. Où j'ai laissé le témoin, il n'y avait pas de récolte. Mhm. Donc, le Oh, ça trèfle est prend vite. monté. Ouais, c'est clair, ça prend vite terminé, la lumière et Voilà, puis c'est ouais. fini, quoi. Et puis, j'étais très content, même qu'il y a eu une petite baisse de rendement, mais j'étais très content Du de résultat. l'essai, du résultat. Mhm. Et maintenant, c'est une pratique que j'utilise sur plus de la moitié de mes céréales. D'accord. Donc, c'est des semi-directs sous couvert à durée indéterminée, comme on dit. Mhm. C'est-à-dire que ce couvert va rester vivant, en place, et il va recevoir 2-3 cultures durant les années qui vont suivre, Ok. sans être détruit, toujours D'accord. vivant. C'est presque de la permaculture, pas tout à fait. Non. Ouais, Le ouais. sol est toujours vert, il y a toujours des racines vivantes. Mais du coup, tu dois avoir une rotation assez spécifique pour pouvoir faire ça. Alors, en général, ce sous-couvert est détruit quand je mets des cultures qui ne le supportent pas, Ouais. ou qui feront trop concurrence. Par exemple, une févrole dans un sous-couvert de trèfle lotier, vu que c'est la même famille Ouais. légumineuse, Mhm. ça m'est impossible de réguler le Ouais. sous-couvert dans la févrole. Donc, Donc elle là, je suis pousserait obligé pas, de quoi. le détruire. Ouais, ouais. Il faut que je le détruise, parce que sinon ça posera problème à la récolte. D'accord. À l'époque, quand j'avais encore de la betterave, mettre de la betterave dans une prairie de trèfle, c'est pas possible. Non, c'est clair. Donc il a fallu détruire. Donc en général, le sous-couvert arrive en fin de vie quand je vais mettre une culture qui ne le supporte pas. Donc, on en revient à ce qu'on disait, c'est tu dois t'adapter à la Ouais. culture, à la rotation et à la... Ouais. En fait, trouver un équilibre pour mettre en place des Ouais. mesures qui sont là intéressantes agronomiquement et puis au niveau du sol, puis même économiquement, parce que tu as un couvert qui dure 3 ans. Ouais. Par contre, il ne faut pas Ouais. que ça impacte ta culture au Non, point parce que de perdre du rendement. Le but, quoi. c'est quand même Ça accompagne. le rendement de la culture. Oui. Ça accompagne, ça Ouais. nourrit le sol. Je peux, vu que c'est une légumineuse, je considère 30 à maximum 40 unités d'azote Disponible. qui seront disponibles pour la culture que Que je peux tu mets mettre en place. moins. Ce qui équivaut, grosso modo, à presque, si on prend 30 unités d'azote, ça équivaut à 36 litres équivalent de pétrole pour faire cet azote-là de synthèse. Ouais. Moi, il est fait par les trèfles. Ouais, ouais. Donc, de manière bilan écologique, il est C'est positif, bon, oui. c'est positif. Mhm. Les rendements tiennent la route. Je fais des très, très bons rendements comme ça. Ouais. Bon, je me suis aussi loupé, mais j'ai aussi beaucoup appris. Donc, Ouais, c'est clair. donc, voilà. Après, mais c'est quand même cher, hein, parce que les trèfles et lotiers, quand j'installe dans le colza, par exemple, il y a facilement pour 450 francs Ah, ouais. hectares de semences, Ouais, ouais. juste pour ça. Ouais, donc tu n'économises pas vraiment sur tes mises en place de couverts, mais Non. plus dans l'accompagnement de tes cultures Et puis pendant surtout 2-3 la ans. vie du sol, parce que c'est Ouais. toujours des racines vivantes, Oui. donc ça nourrit en permanence le sol, toute la vie du Sans sol, interruption, ouais. sans interruption. Ça protège aussi du rayonnement solaire en plein été. Oui, et puis il n'y a pas Donc, ce temps de mise en place, voilà. de levée qui se fait après les céréales. Ouais. C'est clair que c'est toujours... puis La peut-être- batteuse, elle passe, c'est vert. Ouais, puis je pense que ça fait aussi une certaine lutte contre les mauvaises herbes. Ah, pas pour toutes. Alors, pour la plupart des dicotylénones annuelles, oui. Ouais. Pour les dicotes vivaces, non, C'est clair. elles passent. Ouais. Pour les graminées, ça passe. Ce qui est normal. Bien On sûr. fait des prairies, Oui. trèfles et graminées. Oui, Pourquoi est-ce que ça ne passerait pas? Non, c'est C'est clair. normal, ça passe. Ouais. Donc, les graminées sont un problème. Mhm. Donc, il faut que je gère les graminées. Ça, pour le moment, il faudra voir. Je n'ai pas assez de recul. Mais ça voudrait dire que j'ai une parcelle qui commence à se salir au niveau des graminées. Ça sera soit après moisson de l'orge, je ferme la parcelle, ça sera une prairie pendant 3 ou 4 ans pour revenir à zéro au niveau des graminées, Ouais. adventices, quoi. Oui.
et puis nettoyer la parcelle. Mhm. Soit alors éventuellement un labour pour mettre ces graines au fond, puis revenir avec une parcelle propre, que je ne touche plus le sol pendant aussi un certain nombre d'années pour pas que les graines germent de nouveau, quoi. D'accord, ouais. Donc, mais après, le problème, c'est aussi trouver les bons herbicides de régulation du sous-couvert. Mhm. C'est pas évident parce qu'on ne Mhm. doit pas tuer, mais on Mhm. doit quand même réguler. Mhm. Les doses sont des fois très, très proches Bien entre sûr. le fait de tuer et le fait de Bien garder. sûr, ouais, ouais. Donc, c'est pas évident. La météo, des années, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, mais on revient à une vraie agronomie. Mhm. Et c'est ce qui me manquait depuis longtemps. C'est-à-dire que là, je gère, moi, quelque chose que je fais moi-même. Oui, c'est volontaire et puis tu vas Voilà. l'observer, Voilà. tu peux le voir sur plusieurs années Voilà. et puis Puis après, tu as une satisfaction que ça réussit. ouais, ouais, C'est toi qui as mis en place, c'est ta propre recherche, quoi. bien sûr, Ok. bien sûr. Et toi, tu as aussi quelque chose qui était... Oui, alors bon, moi c'est plus un peu des mesures globales, mais c'est vrai qu'on a pas mal modifié notre manière ou amélioré notre manière de faire. Je dirais ces 5 dernières années. Enfin, on a construit un étang d'irrigation qui récupère l'eau de drainage pendant l'hiver et puis qui nous permet pendant l'été d'irriguer. Puis là, j'ai aussi mis en place des sondes, 2-3 sondes que je mets dans mes champs de pommes de terre près des racines pour déterminer déjà à quel moment c'est le mieux d'irriguer. Donc d'éviter du gaspillage d'eau et puis de pouvoir amener au meilleur moment, parce que des fois, physiologiquement, la plante, elle a l'air d'être déjà en gros stress hydrique, alors que ce n'est pas encore le cas, ou à contrario, ça fait déjà 4-5 jours qu'elle aurait eu besoin d'eau, exactement. Et puis, on a aussi mis un GPS sur le canon de l'enrouleur qui permet d'éviter d'arroser en dehors de la parcelle. Ouais. Donc là aussi, c'est dans le cadre d'économie d'eau. Et puis, on fait du compost, mais du bon compost qui a quasiment une année, qui est criblé, qui est bien travaillé pour amener de la matière organique et puis améliorer la structure de nos sols. Ça te fait aussi éponge pour l'eau. Oui. Tu captes et tu gardes plus d'eau dans tes champs. Exactement, exactement. Et puis on a, je trouve, un bon système parce qu'on a une rotation qui nous permet de mettre des pommes de terre plutôt tous les 5 ans que tous les 4. Ouais. Ça, c'est aussi bon pour le sol. Et puis on a aussi des cultures qui nous permettent qu'une année à météo normale, de fin octobre à fin mars, début avril, on ne va pas dans les champs. Ouais. Donc ça nous permet, encore une fois, une année normale, d'éviter entre guillemets, matraquer ou de devoir par la culture rentrer dans le terrain. Après, c'est clair que ça arrive certaines années où c'est compliqué, qu'on arrive en fin de récolte où ça commence à devenir mouillé. Mais c'est vrai qu'on a tout ça mis en place. Aussi, on utilise un peu plus d'engrais de ferme, donc moins d'engrais chimiques, de synthèse, ce qui nous permet justement d'aller un peu vers toujours cette amélioration, cet équilibre, ce respect toujours plus grand du sol, de l'environnement et puis de la manière de faire. Utiliser des services écosystémiques. Voilà, exactement. Qu'on a mis en place, quoi. Mais tout en gardant une certaine production. Parce que, faut pas l'oublier. Comme je le disais, alors, il y a le côté économique, c'est clair, on ne veut pas bosser pour rien, mais ce n'est pas, je dirais, le plus important. Il faut qu'on tourne et puis qu'on gagne notre vie. Mais aussi, moi, j'estime qu'en Suisse, avec notre taux d'approvisionnement et puis tous les gens qui nous entourent, encore plus avec la pomme de terre qui est un produit brut, quasiment fini, qu'on sort de terre. Donc là, moi j'estime qu'on doit nourrir le peuple et puis que ça doit faire partie aussi de notre métier, notre philosophie, et puis que c'est important. C'est aussi une attente de la société. L'agriculture doit aussi nourrir la société. Donc, bien sûr, et c'est ce qui des fois se perd un petit peu. Un peu. Mais moi j'estime justement qu'on doit trouver un équilibre entre les deux. De mieux produire qu'avant, mais de produire toujours assez. Moi je suis certain qu'on y arrive. Ça prendra un certain temps encore pour le moment, on n'a pas tous les leviers. Mais petit à petit, on va, je pense, y arriver en gardant la production, la qualité, mais en étant nettement moins impactant au niveau du sol, de la nature en général. De toute façon, ça passe par les technologies, ça passe en partie. Peut-être pas tout, en partie par les technologies, ça passe par la recherche variétale, on parlait des variétés résistantes, ça passe aussi un peu par la politique, même que c'est presque trop tard en général quand ils mettent des choses en place. En général, ils ont déjà loupé 2 ou 3 trains justement. Par rapport à ce que nous on fait. Donc, en tout cas, c'est ce que je remarque moi. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas anticipé.
très peu. Et puis nous, on est obligé d'anticiper. Le changement climatique va plus vite que la politique. Ça, c'est clair. Résultat, nous, on est obligé de suivre le changement climatique et pas la politique. Oui, c'est sûr. Donc, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mhm. Et là, on a des gros défis. Donc, toute ça, façon, c'est clair. Donc, C'est sûr, c'est sûr. mais le sol et la protection du sol est une des réponses Oui. à ce changement. Oui. Parce que Ça fait partie de la résilience. Ouais. Ça fait clairement partie de la résilience. Et puis, justement, d'avoir des sols à haut taux de matière organique, Matière organique, couverts. couverts, en fin de compte, des sols qui sont capables de passer des mauvaises périodes sans être détruits. Mhm. Un sol nu, en plein été, nous, j'en avais déjà une certaine idée, parce qu'un coup, j'avais fait l'essai entre des chaumes, donc, sol nu, Oui. tu mets la main, c'est chaud. Mhm. C'est même très chaud, donc. Ouais, l'été, c'est clair. Et puis, tu as une touffe de trèfle juste à côté, tu mets la main sous le trèfle, ton sol, il est Beaucoup plus frais, ouais. beaucoup plus frais. Mhm. Et tu as une épaisseur de trèfle juste de ça, donc. Mhm. C'est clair. Et puis, je ne sais pas si tu avais fait une fois, c'était une visite de culture, c'était à Bavois, si je ne me trompe pas, sur les couverts et tout. Et puis, ils ont fait venir Hans-Peter Liniger de l'Uni de Berne, si je ne me trompe pas. D'accord. Puis lui, il a pu mesurer avec des caméras thermiques Ouais. la température des sols. Entre les couverts et non Entre les couverts. couverts et les zones simplement chaumes après moisson. Donc, Mhm. température où il y a des chaumes sans aucun couvert, température monte entre 50, 60, voire même 70 degrés. Donc on arrive à la température de pasteurisation. Je ne t'explique pas la vie. C'est clair. Elle est cuite. À la maintenant. surface, il n'y a plus rien, Il n'y c'est a plus sûr. rien. Sans compter le rayon UV en plus de ça. Et une parcelle couverte, et la température est de l'ordre de 20-25 degrés. Mhm. Avec une température de l'air de 30-35 degrés. Ouais, ça fait crème solaire. Ah ouais. Ça fait de l'ombre. Ça fait de l'ombre. Donc, toute la vie, tu n'as pas un arrêt de la biologie du sol durant l'été. Ça reste actif, donc ton sol il est vivant, donc il participe à sa fertilité, et la mise en place des cultures seront dans un sol vivant. et pas dans un sol- D'ailleurs, une des mesures peut-être politiques qui est quand même positive, par exemple, c'est le nombre de cultures ou la rotation suisse qui est quand même relativement allongée ou On nous l'envie, restrictive. on nous l'envie, ça. Justement, et puis avec, en tout cas par chez nous, des parcelles relativement petites, c'est vrai que si on parle des sols nus, si on prend un village ou une certaine zone, il y a quand même un haut pourcentage qui est couvert, pendant que le reste est nu pendant quelques temps. Et après, à contrario, l'automne, c'est l'inverse. Donc c'est vrai que la mise en place aussi politiquement maintenant favorisée de mettre en place des couverts même l'été. Alors, entre deux céréales, c'est un peu stupide parce que ça n'a pas le temps de pousser avant de... Ça dépend ce que tu mets. Ça dépend ce que tu mets. La météo à ce moment-là aussi. Et ça dépend quelle céréale, on est d'accord. Ouais. Mais c'est clair qu'après un blé un peu tardif et un Smith colza, là c'est un peu plus compliqué de couvrir le sol longtemps. Alors là, moi, je vais, si je dois dépenser de l'argent, je mettrai le couvert dans le colza, en même temps que le colza. Voilà, oui. Là, Voilà. Je ne vais pas dépenser pour une période de 4 semaines, ce qui n'a aucun sens économique, voire même écologique. Non, Donc, parce que là, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui va pousser. Par contre, la somme, je vais la mettre dans le sous-couvert et la culture associée du colza. Et puis là, ça joue, quoi. Mais justement, pour en revenir à cette carte postale d'un village suisse, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir, au niveau des sols, une rotation tellement, en tout cas par chez nous, tellement multiculturelle que finalement, on a quand même l'avantage d'avoir pas tout qui est nu ou des énormes surfaces qui sont nues en même temps. Ou alors des périodes qui sont plus courtes. Voilà, exactement. Donc, je me rappelle, moi, à l'époque, découvert, j'en ai presque toujours fait. Donc, mais à l'époque, c'était vite vu. Donc, c'était... là, je parle d'il y a presque une quarantaine d'années. En moissonnait, on ramassait la paille, le sol restait nu jusqu'à ce qu'on laboure pour mettre la prochaine culture. Bien sûr. Puis on faisait des labours d'automne, il n'y avait pas spécialement de couvert. D'accord. Donc, le labour d'automne, c'était de l'érosion tout l'hiver, des sols où la vie diminuait fortement. Donc, mais c'était comme ça, on apprenait ça à l'époque. Bien sûr. Il n'y avait pas, fin de compte, il fallait produire pour nourrir, on ne se posait pas de questions plus loin, quoi. On avait des engrais, des phytos pour corriger les problèmes, et puis voilà, quoi. Et puis maintenant, on a quand même, heureusement, totalement changé. Et puis, on arrive à des périodes de sol nus qui sont de plus en plus courtes. Les labours d'automne qui se font de moins en moins. Aussi. Heureusement aussi. Donc, et tout ça, ça participe à
à la vie, puis aussi une forme de séquestration du carbone, donc, hein, parce que tout ce qu'on amène comme engrais vert et sous couvert, tout ça. C'est des grandes quantités de séquestrés, ouais, bien sûr. Un engrais vert multi-espèces comme je fais, je leur donne le nom de biomax, maximum du vivant, quoi, si on veut bien. Ouais. On a fait des calculs, des collègues qui font la même chose que moi, on fait des calculs avec la méthode Merci, je ne sais pas si tu connais. Oui, voilà, ouais. Oui. Où on arrive à définir la quantité de matière sèche produite, d'azote produit et ainsi de suite. Donc, oui. Hein, on arrive avec des engrais verts qui arrivent à produire 13-15 tonnes de matière sèche en espace de 3 mois et des bricoles. C'est ça, c'est aussi impressionnant. C'est impressionnant. C'est énorme. Et tout ça retourne au sol. Ouais. En fin de compte, c'est une deuxième culture. On fait une première culture pour l'être humain, puis on fait une deuxième culture qu'on doit donner autant de soins que la première pour nourrir le sol. C'est ça, c'est ça. Donc, mais celle-là, on ne la vend pas. Non, c'est clair. Elle reste au sol. De toute façon, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et puis là, oui, on peut séquestrer pas mal. Après, ça a un coût, parce que tout ce travail, c'est quand même... Et pour que ça soit bien fait, on doit considérer cette interculture comme une culture à part entière. Oui. Ce n'est pas une poignée de moutarde jetée dans la parcelle et puis on laisse aller. Non, c'est clair. Ça doit être fait correctement pour avoir un maximum de biomasse. C'est sûr. Et puis ça a aussi un coût de travail, un coût de semences, voire même de protection du jeune semis. Hein, parce que quand tu mets en place et puis qu'il vient un peu de pluie, puis que tu as les limaces et les coatons qui sont en train de tout pâturer, non, ça ne veut pas le faire. Hein. C'est clair. Donc, il va falloir protéger la culture intermédiaire, le semis. Ouais, non, donc, clair. ça a quand même des coûts. C'est sûr. Et puis aussi, à contrario, éviter de le mettre en place comme si c'était une culture à part entière, mais sans que ça soit un travail trop intensif, donc du semis direct ou du semis direct, ce genre de pratique aussi pour justement rester dans la logique. Très léger. J'ai vu dans les meilleurs résultats que j'avais d'engrais verts, donc de culture intermédiaire, c'était quand même de faire un petit travail de sol de 2 cm pour casser la capillarité. Ouais. Puis après, un semis dans la zone de capillarité, donc 2 cm en dessous. D'accord. Et là, tu as une meilleure germination et ça se développe beaucoup mieux. OK. Un semis direct en plein été, quand il fait très très chaud et puis très sec, il prendra plus de temps à se mettre en place. Ouais. Tandis que quand tu coupes la capillarité, tu as l'effet quand même du peu d'humidité qui vient dans la zone, puis ça suffit pour faire germer. Après, il faut semer profond. Il faut quand même semer à... C'est-à-dire, tu fais 2 cm, il faut semer à 5. Tu sèmes à 5, dans la zone de fraîcheur. C'est vrai que nous, l'été passé, on a fait une partie des parcelles qui avaient pas mal de repousses de céréales ou bien des vivaces à problème. On a fait un passage d'air sadisque autour des, pas 2, mais plutôt 5 cm. Puis après, on a semé dedans en direct. Et puis c'est vrai que ça donnait des couverts qui étaient beaux. Puis effectivement, semer en purement direct, comme tu dis, en plein été... tout dépend de l'humidité qui reste et puis la météo qui va suivre. Si tu es sec et puis ça continue du sec, c'est peut-être pas le meilleur truc. La levée, elle est compliquée. Elle est compliquée. 2 cm, tu ne chamboules pas beaucoup de sol. Non. Mais ça suffit pour assurer une bonne levée et un bon démarrage de l'engrais vert. Quoi. Oui. Non, et ça compte. Parce que là, un jour au mois de juillet, ça équivaut à 4 jours de végétation au mois d'octobre. C'est clair. Donc les premiers jours sont importants pour pouvoir faire de la biomasse. Oui, c'est clair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut trouver aussi le meilleur moyen de semer au plus vite, après la récolte, et puis de mettre en place justement des cultures. Mais après, c'est clair qu'il y a le facteur météo qui est toujours inconnu. Ouais. Est-ce que tu as un truc vraiment... le rêve ultime, quoi, en fin de compte? Qu'est-ce qui voudrait mettre en place, le top du top qui te vient à l'idée dans les cultures, quoi, ou bien sur l'exploitation en général, quoi. Un truc, une vision future. Alors, j'espère que je dirais que le marché de la pomme de terre, il va se maintenir dans les conditions actuelles, parce que c'est vrai que c'est quand même plus ou moins correct, que je ne vais pas perdre la passion dans ce métier, mais ça, je pense qu'il y a peu de risques, parce que vraiment, j'adore ça. Et puis, je dirais de continuer à aller dans ce sens-là, d'avoir, on a déjà des résultats, puis on voit quand même que il y a des choses à améliorer, mais on ne fait pas tout faux. Et puis j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et puis je dirais que les consommateurs et même la politique en général, ou que les gens en général, ils prennent quand même conscience qu'on est sérieux et puis que ce qu'on fait, on le réfléchit.
et puis que finalement, l'époque où les agriculteurs étaient là que pour faire un peu machinalement ce qu'il fallait faire, elle est plutôt révolue, et puis que maintenant on réfléchit déjà volontairement à faire mieux, et puis qu'en plus, il y a beaucoup de normes qui sont en place pour aller dans ce sens-là, quoi. Ouais. Exactement. Et puis toi, du coup? Alors moi, mon rêve ultime, alors là, c'est un truc assez, c'est vraiment une vision à très long terme, donc je le verrai pas. Dans un monde Donc, parfait. dans un monde parfait, ouais. Ça serait, en fin de compte, les cultures pérennes. C'est-à-dire que tu ne ressèmes pas chaque année. Ouais. Tu mets en place, elles sont là pour des décennies. Mhm. Donc, plus aucun travail du sol. Ouais. Protection du sol maximum, parce qu'en fin de compte, c'est des plantes qui restent tout le temps vivantes. Bien sûr. Ça existe déjà, donc elles sont très peu connues. Tu as la sylphie qui en fait partie, que tu peux nourrir du bétail avec ça. Un D'accord. proche parent du tournesol, quoi. Ouais. Mais tu le mets en place, et puis alors, il est compliqué à mettre en place. Il faut 2 à 3 ans avant que tu puisses commencer à récolter. Mais après, ça reste en place pendant 50 ans, 100 ans. Les plus vieilles expériences de sylphie, je crois que c'est 80 ans en place. Ouais, ok. Donc, tu ne si on- fais que de récolter, quoi, en fin de compte. Mhm. Donc, hein. Et puis, pour le panifiable, il existe le kernza, qui est une graminée D'accord. aussi pérenne, qui peut durer des décennies. Tu sèmes. Alors, à la sortie de l'hiver, tu fais une coupe en herbe. Ouais. Après la deuxième, Il y a la montée de l'épi. tu laisses monter l'épi, tu bats le gras. Ouais. Et puis à l'automne, tu recommences à faire des coupes d'herbe. Eh Le ben. sol est toujours vert, toujours protégé. Eh ben, c'est parfait. Mais c'est une plante qui est encore très proche de la plante sauvage, donc il y a énormément de sélection à faire là-dedans. Mhm. Mais ça serait un peu le rêve ultime, quoi, en fin de compte. Donc, d'arriver à des cultures que tu n'es plus obligé de remettre en place chaque année, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc, économie de travail, économie d'intrants, économie protection du sol maximale. Mhm. Oui, ce serait vraiment parfait, quoi, dans tous les points de vue. Ça serait vraiment le truc. Mais c'est pas pour demain. Ouais, ouais. C'est pas pour demain. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, puis je pense que on a C'est un peu le tour de la question. c'est-à-dire, bien décortiquer l'un l'autre pour savoir un peu où se constituent les uns Oui. et les autres, quoi. Oui. Je pense qu'à vue de nez, on a à peu près la même vision. Oui, et puis c'est très intéressant parce qu'en plus, toi, tu es beaucoup plus basé sur un peu de production animale et puis beaucoup de culture, mais culture plutôt d'automne et puis quelques-unes de printemps, quoi. Ah. Puis moi, je suis très spécialisé dans la pomme de terre, donc qui aussi de base est une culture qui se veut plus intensive dans son travail du sol, et puis que finalement, on arrive à trouver des synergies, et puis que j'ai encore pas pratiqué du semis de sous couvert, quoi. Et puis par contre, j'avais entendu un peu, mais jamais jusqu'à ce point-là, donc c'est très intéressant. Et puis finalement, de voir que dans la vision, on a les mêmes idées, puis après, on s'adapte à nos terres, à nos Ça, structures, c'est sûr. et à ce qu'on produit. Moi, j'ai des fois des collègues, ils me disent « Ah, j'aimerais essayer ce que tu fais. » Je dis ouais, c'est une bonne idée. Je peux te donner plus ou moins la recette. Mais c'est à toi de trouver ta propre recette sur ta propre exploitation par rapport à tes sols. Donc, ce qui marche chez moi ne fonctionnera pas directement tel quel chez toi. C'est clair. Donc, il faut adapter. Oui. Il faut rester, au fin de compte, ouvert d'esprit, puis- curieux, très curieux. Pas aller dans les extrêmes, mais tout en gardant justement la possibilité de faire De des changer, essais. Puis pas dogmatique, Ouais, exactement. pas se bloquer dans un système. Mhm. Donc, voilà quoi. Donc, merci d'être venu. Merci Moi, à ça toi m'a fait pour plaisir l'accueil. la discussion. Pour moi aussi, c'était très bien. Pour moi, je pense qu'on s'est mutuellement enrichis. Exactement. Non, c'est sûr, c'est clair. Donc, Nickel. Merci beaucoup. merci à toi. Hein. Salut. Salut. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.